D'abord, ce que je veux dire, c'est que les révélations qui ont été faites dans ce livre sont absolument révoltantes, que vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles, et que si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionnés avec la plus grande sévérité. Et donc nous avons d'ores et déjà immédiatement pris un certain nombre de décisions que je veux rappeler. D'abord, à la demande d'Olivier Véran, le directeur général d'Orpea a été convoqué par la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qu'il rencontrera, avec qui il s'entretiendra dans les plus brefs délais. Ensuite, nous avons demandé à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France leur dernier rapport de contrôle inopiné sur cet établissement, celui dont il est fait état, et les suites qui avaient été données à ce rapport, puisque je crois qu'un contrôle de mémoire était intervenu au cours de l'année 2018 et qu'un rapport avait été remis en février 2019. Et enfin, nous envisageons, sur la base de ce rendez-vous avec le directeur général d'Orpea, sur la base des retours que nous aurons de l'Agence régionale de santé sur ce contrôle et sur ce rapport, de lancer une mission d'inspection indépendante par l'inspection générale des affaires sociales pour l'intégralité du groupe Orpea. Moi, je veux rappeler, et c'est là aussi une parole importante du gouvernement, que nos aînés méritent le respect, qu'ils méritent le meilleur, et qu'il est hors de question que de tels agissements puissent être tolérés dans notre pays. Depuis le début du quinquennat, je veux le rappeler aussi, nous sommes saisis de la question de nos aînés avec, je le rappelle, 2,1 milliards d'euros investis pour les EHPAD, avec 10 000 soignants supplémentaires recrutés, avec 40 000 professionnels, avec une loi qui permet de mieux sanctionner la maltraitance en EHPAD. Et pour finir, je veux avoir une pensée pour tous les professionnels des EHPAD. Parce qu'on le sait, dans leur écrasante majorité, dans leur quasi-totalité, ils exercent leur mission avec passion, avec solidarité, avec humanisme, avec sérieux. Et ces révélations ne doivent pas jeter l'opprobre sur toute une profession qui travaille parfois dans des conditions difficiles, mais qui le fait avec un très grand sérieux et un très grand professionnalisme. Et donc je veux aussi avoir un mot de solidarité pour eux. Bonjour, Jérôme Rivet de l'AFP. Voilà, Gabriel Attal, questionné par les journalistes, qui a parlé de la bonne santé de l'économie, de l'épidémie, et aussi à l'instant de l'affaire Orpea. Vous savez, ce gestionnaire d'EHPAD privé avec ce livre, Les Fossoyeurs, qui révèle de la maltraitance pour les personnes âgées qui sont des résidents. Gabriel Attal a rappelé que Brigitte Bourguignon, ministre de l'Autonomie, avait convoqué le directeur général. Il a aussi annoncé le lancement d'une mission d'inspection sur cette chaîne d'EHPAD. Il a rappelé aussi, le porte-parole, les 2 milliards d'euros investis dans les EHPAD et les 10 000 recrutements dans le secteur. Pour revenir à la situation sanitaire, Alison Tassin, ce qu'on retient quand même de la première partie de l'intervention de Gabriel Attal, c'est de l'optimisme sur l'épidémie, même si on n'en est pas sorti, on a bien compris avec le nombre de contaminations récents. Ça, c'est de nature à contredire certains opposants qui peuvent dire en ce moment, Emmanuel Macron se sert de la gestion, se sert du Covid, se sert de l'épidémie pour marquer des points ou pour faire peur aux Français. En tout cas, et ça va aussi un peu à l'encontre des chiffres que l'on constate depuis ces derniers jours. On a posé hier la question à Emmanuel Macron de savoir si le calendrier de ces levées de restrictions, donc jusqu'au 16 février, correspondait à un calendrier électoral quelconque. Évidemment, il a battu cela en brèche. Il y a aussi du côté du gouvernement l'explication qu'on souhaiterait que cette campagne électorale ne se fasse pas en quelque sorte sous Covid. Alors évidemment, le Covid sera toujours là lorsqu'on votera le 10 et 24 avril prochain, mais que ça ne soit pas associé concrètement à cette campagne électorale pour ne pas en quelque sorte voler l'élection aux Français. Donc ça, c'est une partie, un point de vue qu'on entend à l'intérieur du gouvernement. Et en fait, on a plus la sensation que Emmanuel Macron veut apparaître comme celui qui a géré cette crise du Covid, mais il ne peut pas non plus faire campagne sur cette gestion de crise. On le sait, on ne cesse de le répéter ici, on ne fait pas campagne sur un bilan. Et cette gestion de la crise, elle peut lui être créditée en termes d'image, mais pas en termes d'envie ou de perspective, par exemple, pour les Français pour 2022. Et donc, il va bien falloir séparer ces temps. Et ça va être compliqué parce qu'en fonction de l'émergence de nouveaux variants, en fonction de ces chiffres d'hôpitaux, le sanitaire sera là, sera toujours présent jusqu'au 20-24 avril. Et puis, je voulais quand même ajouter sur le pass sanitaire, parce que c'est vrai qu'on vaccinal désormais. On a posé aussi la question la semaine dernière à Jean Castex de savoir jusqu'à quand
Et là, on reste dans le flou. Est-ce que c'est conditionné à des chiffres? Est-ce que c'est conditionné justement à un calendrier peut-être un peu plus politique? Gabriel Attal a en partie répondu tout à l'heure. Il n'y a pas de fétichisme sur le pass. On s'en débarrassera dès qu'on pourra, mais sans pour autant qu'on ait des critères pour savoir la fin de ce pass vaccinal. Oui, ça c'est une question capitale quand même, parce que déjà il y a eu des raccourcis politiques, encore une fois, de dire c'est tout ce qu'on a mis en place qui fait que la vague Omicron reflue. C'est un raccourci de cause à effet plus politique que médical, parce qu'il faudrait encore le prouver. Mais surtout, la question, c'est sur quels critères il va falloir retirer ce pass vaccinal. Parce que là, quand j'entends le porte-parole dire ça va être sur la situation hospitalière qui va s'améliorer, j'ai envie de lui dire il faut qu'il se lève de bonne heure, parce que ça fait des années que la situation hospitalière, elle est extrêmement tendue, avec des services de réanimation en flux tendu, saturés, avec un manque de lits. Donc on voit bien que si c'est le taux de saturation, si c'est le nombre de patients qui se retrouvent en réanimation, on voit bien que la gestion depuis des années, elle est en flux tendu, elle fait qu'on est en permanence à des taux de saturation, et donc c'est un indicateur qui ne va jamais désaturer. Et donc, du coup, on va se retrouver face à un problème, parce que tant qu'il n'y aura pas de réforme structurelle ou de changement d'indicateur, eh bien, ce pass vaccinal risque de perdurer. Et puis surtout, au-delà de ça, on a entendu le professeur Jean-François Delfraissy hier, président du conseil scientifique, rappeler, pour lui, selon lui, on aura encore des temps difficiles, et notamment au mois d'octobre, à l'automne, qui est une période aussi classiquement assez difficile. Ouvrons une page politique maintenant. Pour qui voteront les jeunes à l'élection présidentielle? Vous savez qu'il y a ce soir, écoutons Gabriel Attal sur les EHPAD d'abord. Que cela se trouve dans une loi grand âge, mais dans les budgets de la sécurité sociale, par exemple, et dans un certain nombre de textes. J'abordais à l'instant la question des recrutements, la question des budgets qui ont augmenté fortement. C'était le cas dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, 2 milliards 100 millions d'euros supplémentaires. Je rappelle que c'est ce gouvernement et cette majorité qui ont créé, c'est historique, la 5e branche de la sécurité sociale, consacrée à l'autonomie. Ça faisait des années qu'on en parlait dans notre pays. Nous avons créé la 5e branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie, prévu un financement, je le disais à l'instant. Je rappelle que nous avons pris encore des mesures à l'automne dernier sur la question des aides à domicile, où là, sur la question du maintien à domicile, on sait que c'est essentiel, notamment pour lutter contre la précarité dans ce secteur, pour améliorer la rémunération des personnes qui interviennent au domicile des personnes âgées dépendantes, en lien évidemment avec les départements et avec les associations. Il y a des mesures budgétaires très fortes qui ont été prises aussi pour relever le plancher de rémunération pour les aides à domicile. Donc vous voyez, il y a toute cette politique cohérente qui a été menée depuis 2017 et évidemment sur laquelle il faut continuer à avancer. Bonjour, Loïc Signor pour CNews. Une question sur la campagne présidentielle quand même. Alison Tassin, on voit que Gabriel Attal est soumis au feu des questions sur les EHPAD, un sujet qui a énormément choqué. Là aussi, le gouvernement veut montrer qu'il agit. Il y a Brigitte Bourguignon qui a dit qu'elle avait reçu le directeur général d'Orpea notamment. Et un gouvernement qui, lui aussi, comme tous les Français, est choqué, mais qui a l'air aussi quand même de découvrir un peu le loup, en quelque sorte. Et cela, il va devoir y avoir quand même des explications de la part des personnes qui sont en charge, mais aussi de la part du gouvernement, parce qu'il y a cette affaire, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de maltraitance dans les EHPAD, ou de soucis, là encore de personnel, ou de maltraitance, ou en tout cas de soins pas adaptés, pas suffisamment adaptés aux personnes vieillissantes. Et donc, c'est un sujet de société qui est très important, et je pense que le gouvernement va devoir s'en charger, peut-être un peu au-delà de missions, de recevoir des gens et de gestes symboliques. Il y a quand même quelque chose d'assez concret à faire dans les EHPAD aujourd'hui en France. Avec cet élément qui ne joue pas en sa faveur, c'est qu'il devait y avoir une grande loi sur l'autonomie et la dépendance, qui devait un temps être couplée avec celle de la réforme des retraites, et puis ça a été totalement enterré. Donc il n'y a pas cela, Gérard Cahuzac, au bilan d'Emmanuel Macron pour son premier mandat. Oui, et puis surtout de jouer les vierges effarouchées en disant qu'on découvre le problème, c'est un peu gros, parce que je reprenais encore 2016, une infirmière, je crois que c'était dans la région de Valence, qui dénonçait ce scandale. Ça avait fait beaucoup de buzz. C'était 2016, c'était Marisol Touraine qui était ministre de la Santé. Gabriel Attal était au cabinet de Marisol Touraine. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire semblant de découvrir un problème qui est un problème là aussi lié à la pression mise sur les équipes. Le drame dans l'histoire, c'est que j'ai un peu peur que les équipes soignantes,
hein, les aides-soignants, les infirmières, etc., que ça soit un peu les fusibles dans cette histoire ou les boucs émissaires, alors qu'il y a une pression assez terrible par des groupes financiers essentiellement qui gèrent ces établissements. Et je ne pars pas de ce cas particulier que je ne connais pas, mais en tout cas, la maltraitance, elle est institutionnelle avant d'être de la maltraitance des soignants, et on met souvent les soignants dans des positions ingérables, intenables, qu'on appelle des injonctions paradoxales, et c'est souvent eux qui sont les fusibles dans ces histoires-là. Autre sujet évoqué par le porte-parole du gouvernement, EDF, plus d'un tiers des salariés sont en grève aujourd'hui. Ils protestent contre ce qu'ils appellent un racket de la part de l'État. Écoutez. Le gouvernement est aux côtés des salariés d'EDF, comme nous sommes aux côtés de tous les Français. Il y a eu, vous le savez, il y a une hausse supersonique des prix de l'énergie qui nous a amenés à prendre un certain nombre de décisions, à faire des efforts pour le pouvoir d'achat des Français. Ça vaut pour l'État comme pour les entreprises dont l'État est actionnaire majoritaire. Je veux rappeler que l'État a été le premier à se mettre à contribution puisqu'il a renoncé à 8 milliards d'euros de taxes intérieures sur la consommation d'électricité. Et qu'effectivement, nous avons demandé à EDF de contribuer à cette préservation de pouvoir d'achat en vendant plus d'électricité à prix réduit pour soutenir eux aussi le pouvoir d'achat des ménages. Ce sont ces mesures qui nous permettent, je le dis, d'éviter une flambée des prix de l'électricité en ce début du mois de février. Si nous n'avions pas pris ces mesures, en ce début du mois de février, les Français auraient vu une augmentation de leur facture d'électricité de 35 à 45%. Ça veut dire que nous avons fait économiser aux Français en moyenne 300 à 400 euros sur leur facture d'électricité qu'ils recevront en février prochain par ces mesures qui sont donc des mesures extrêmement importantes. Et je veux ajouter que, je crois que EDF le sait parfaitement, que l'État est évidemment aux côtés d'EDF, que lorsque cette entreprise est en difficulté à cause de tarifs bas, elle est soutenue par l'État, qu'elle a reçu 10 milliards d'euros d'aide à la capitalisation et de renoncement aux dividendes depuis 2015, que comme l'a souligné le président de la commission de régulation de l'électricité en fin de semaine dernière, je crois, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'avenir d'EDF. Je veux rappeler aussi l'engagement du président de la République, du gouvernement, à relancer le programme nucléaire dans notre pays, dont évidemment EDF sera tout à fait partie prenante.